pense que notre intervention s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire la simplification qui consiste à créer des distinctions et des conditions différentes en fonction des situations. Et donc c'est ce qui explique la création de schémas, puisque on ne peut pas faire autrement que tout séparer pour savoir dans quelle hypothèse nous nous trouvons. Donc, on va commencer par l'exécution provisoire. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, vous avez deux hypothèses. Soit le juge ne l'a pas écarté, soit le juge l'a écarté. Et vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes choses dans chaque hypothèse. Avant de rentrer sur les conditions, donc lorsque l'exécution provisoire n'a pas été écartée par le premier président, une condition qui n'existait pas dans l'ancien droit, qui est une condition de recevabilité. Avant, c'était relativement simple, on avait des conditions pour l'exécution provisoire de droit, des conditions pour l'exécution provisoire facultative, et aujourd'hui, maintenant, pour l'exécution provisoire de droit, il y a en plus une condition de recevabilité. Critère qui est donc nouveau. Pour cette recevabilité, on vous impose d'avoir fait, donc l'exécution n'a pas été écartée. S'il n'a pas été écarté, du coup, la partie va demander au premier président de bien vouloir l'écarter. Pour ce faire, elle doit avoir fait valoir des observations en première instance. Alors, je vais vous donner quelques hypothèses que j'ai trouvées en jurisprudence, et je suis curieux de savoir si vous avez partagé les mêmes expériences. C'est des hypothèses tirées d'un exemple à Paris, mais si vous avez des jurisprudences contraires ou dans le même sens venant d'autres juridictions, du coup, je serais intéressé de les connaître. Mais d'abord, que signifie faire valoir des observations ? Des plaideurs ont par exemple essayé de dire qu'à partir du moment où ils avaient demandé le débouté en première instance de l'ensemble des demandes de la partie adverse, ça suffisait à avoir répondu sur l'exécution provisoire. Le premier président de Paris, son délégataire, par une décision du 13 juillet 2021, a dit que ça ne suffisait pas et qu'il fallait rentrer dans le détail de la raison pour laquelle on demande au premier juge d'écarter l'exécution provisoire. Donc, un point important à penser dès la première instance. Faut-il faire valoir des observations lorsque l'exécution provisoire ne peut pas être écartée ? Typiquement, comme nous l'expliquait Carolina, par exemple en référé, le premier juge n'a pas la possibilité d'écarter l'exécution provisoire. Certains plaideurs ont imaginé soulever l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en disant la partie n'avait pas discuté cette possibilité. Évidemment, c'est des décisions qui sont sans grande surprise, mais c'est pour vous montrer tous les débats qui ont pu se créer à l'occasion de cette réforme. Et évidemment, on a dit que si la partie n'avait pas fait d'observation, ça n'était pas grave et que sa demande d'arrêt devant le premier président est tout à fait recevable. Autre hypothèse qui a été suscitée par cette réforme, quid si une partie ne comparait pas en première instance, notamment dans le cas où la décision de première instance est réputée contradictoire. L'argument était, la partie n'était pas comparante, donc elle n'a pas fait valoir d'observation, ça c'est normal, mais à partir du moment où on lui a donné la possibilité de faire des observations, elle a été assignée, elle ne s'est pas présentée. Dans ce cas-là, elle a la possibilité de faire des observations, on doit considérer qu'elle n'en a pas fait, et donc elle est irrecevable à soulever, à demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Encore une fois, ça a été écarté par le premier président de Paris pour dire que l'action était malgré tout recevable. Je pense que la solution s'explique surtout sur une lecture littérale du texte où la condition ne s'applique qu'à la partie qui a comparu, et donc à partir du moment où la partie n'avait pas comparu, on l'avait exclue. Mais c'est pour vous montrer le type de subtilité qu'on crée avec cette réforme et les contentieux que ça génère derrière. Alors venons-en maintenant aux conditions. Je suis toujours sur la petite bulle de gauche. Les conditions propres à l'arrêt de l'exécution provisoire. Avant, on était sur une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et des circonstances manifestement excessives. Aujourd'hui, on est toujours sur des circonstances manifestement excessives, mais on est également sur un moyen sérieux de réformation et d'annulation qui est un critère cumulatif. Donc on a oublié la violation du contradictoire et on l'a remplacé par des moyens sérieux d'information ou de réformation. La conséquence de ce caractère cumulatif, quand on examine un petit peu la jurisprudence,
c'est de voir que les premiers présidents vont choisir en réalité, et très souvent ne vont jamais examiner les deux critères. Ils vont parfois commencer par la circonstance manifestement excessive, parfois commencer par le moyen sérieux de réformation, pour finalement dire que l'une des deux conditions n'est pas satisfaite et ne va pas examiner l'affaire. L'autre conséquence, encore une fois, qu'on analyse la totalité de la jurisprudence, enfin la totalité, quand on regarde plusieurs décisions, c'est que le caractère cumulatif fait que c'est extrêmement difficile d'arrêter ou d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les décisions que moi j'ai pu consulter, mes statistiques personnelles, c'est de l'ordre de 5 à 10%, ce qui est extrêmement peu. Je ne sais pas si vous avez une expérience similaire là-dessus. Alors, pour ce que signifient les circonstances manifestement excessives, j'ai noté une uniformisation, en tout cas devant le premier président de Paris, des critères pour apprécier les circonstances manifestement excessives. Et autant avant on avait d'un arrêt à l'autre ou d'un délégataire à l'autre des formulations différentes sur ce qu'ils cherchaient dans les circonstances manifestement excessives, et je pense que là toute la jurisprudence reprend systématiquement le même attendu de principe, et on nous explique que ça doit s'apprécier par rapport à la faculté de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Donc le corollaire de la faculté de remboursement au créancier est quand même assez importante. Pour ce qui est du moyen sérieux de réformation ou d'annulation en appel, alors là, on a l'habitude de créer des choses-trappes pour les avocats et limiter le contentieux. Je dois dire que c'est plutôt un chose-trappe pour les magistrats. Enfin, c'est pas vraiment un chose-trappe, mais je dois leur tirer mon chapeau, puisque ça suppose pour les magistrats de devoir examiner des matières extrêmement différentes. Du droit de la construction, des procédures collectives, du droit des personnes, parce que analyser un moyen sérieux, excusez-moi, ça exige de rentrer absolument dans le fond du droit et de tout examiner. Dans la jurisprudence, on voit deux types de décisions. En tout cas, moi, j'ai vu deux types de décisions à Paris. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, mais vous avez des premiers présidents qui ne motivent pas du tout, avec un attendu qu'il n'ait pas fait état de moyens sérieux de réformation. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ce n'est pas convaincant. Et vous avez des premiers présidents qui vont rentrer dans le détail de toute l'argumentation, qui vont tout refaire, et qui vont finalement conclure par « il y a un moyen sérieux de réformation » ou « il n'y en a pas ». Donc je veux dire que c'est un critère qui est extrêmement difficile à manier et qui est un filtre. Si on le cumule avec les circonstances manifestement excessives. La deuxième vignette, c'est le rétablissement de l'exécution provisoire. Vous avez la possibilité, si elle a été écartée par le premier juge, vous avez la possibilité de la demander au premier président qui la réécarte. Maintenant, si l'exécution provisoire est facultative. Alors là, vous avez trois hypothèses. Soit le premier juge l'a ordonné, soit le premier juge a refusé d'accorder l'exécution provisoire, soit le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'exécution provisoire, soit qu'elle a été demandée et qu'il n'a pas statué, donc on est sur une omission de statuer, soit qu'elle n'a tout simplement pas été demandée par les parties. Et là, les conditions sont différentes. Si elle a été refusée, on va être sur une condition d'urgence. Si elle a été demandée, et qu'il n'a pas été statué, alors là, les critères ne sont pas précisés par le texte. Donc on comprend qu'elle n'a pas été demandée, le premier président va statuer de la même manière que le premier juge, et dans ce cas-là, on se reportera au texte qui s'applique pour la première instance. Peut-être que le premier président s'appliquera. Mais sans ça, à mon avis, c'est une lacune du texte d'avoir expliqué dans quel cas est-ce qu'on pouvait aménager les circonstances de l'exécution provisoire. Un mot sur les aménagements de l'exécution provisoire. Et j'ai choisi le mot d'aménagement qui est volontairement trompeur. Sur ce point, il n'y a pas de changement qui est intervenu avec la réforme. On est toujours sur la possibilité de constituer une garantie pour échapper
à l'exécution provisoire. La question s'est posée en jurisprudence de savoir si le Premier président avait le pouvoir de modérer l'exécution provisoire. Donc on est dans une hypothèse où l'exécution provisoire a été ordonnée, une partie a été condamnée à payer une certaine somme, et du coup le plaideur va dire aménager l'exécution provisoire et ordonnez-moi simplement de payer une partie ou la moitié des condamnations, et puis pour le reste, arrêter l'exécution provisoire ou pas. La position du Premier président de Paris a été de dire que ça n'était pas possible et que le seul pouvoir qui était dévolu au Premier président, c'était d'ordonner la constitution d'une garantie. Donc vous pouvez consigner les sommes ou faire une garantie. Il ne peut pas modifier la décision du Premier juge. J'ai trouvé d'autres décisions en matière d'aménagement particulièrement sophistiquées, et je pense que c'est intéressant pour les praticiens pour pouvoir rédiger leurs conclusions. J'ai vu des décisions où on subordonnait le rejet de la demande d'arrêt ou l'acceptation de la demande d'arrêt à la constitution d'une garantie. Donc ça veut dire que dans votre dispositif, ça demande une certaine technicité. Il ne faut pas simplement se contenter de demander l'arrêt ou l'exécution ou la faculté de constituer une garantie. Il faut demander au Premier président de se prononcer sur l'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire et ensuite de subordonner cet arrêt ou cet octroi à la constitution d'une garantie. Il y a des décisions qui sont aussi contraires. J'ai vu des décisions où la constitution d'une garantie était proposée à titre subsidiaire. Ah, c'est ce que j'allais te... Il faut faire très attention parce que j'ai vu certaines décisions où c'était un subsidiaire sur un principal qui demandait l'arrêt et qui faisait valoir des circonstances manifestement excessives, et en réalité le Premier président en déduit que s'il y a une faculté de consignation, il n'y a pas de circonstances manifestement excessives, et en général ça emporte sur le tout. Donc en plus il rejette la demande de contestation et il valide l'exécution provisoire. Donc les possibilités d'aménagement, ou en réalité l'offre de consigner ou de garantir la condamnation qui a été prononcée en première instance, sont particulièrement importantes. Un dernier point, et j'espère qu'on aura respecté les 10 minutes imparties, sur les conséquences de l'exécution provisoire, qui sont en réalité le seul but de cette exécution provisoire. On a beaucoup parlé de la simplification, mais ici on touche finalement à l'objectif de limiter le nombre d'affaires pendantes et de limiter la masse de contentieux. Et donc la conséquence de l'exécution provisoire, c'est un intérêt pour les parties de voir les décisions exécutées, mais c'est aussi l'intérêt de pouvoir faire radier la décision, la procédure qui est pendante devant la Cour d'appel. Là encore, une figure intéressante dans les décisions récentes du Premier président de Paris sur les attendus de principe. On rappelle les conditions qui sont posées par l'article 524, mais on ajoute une condition qui n'est pas prévue par le texte. Donc, pour un texte qui est tout neuf et qu'on vient de faire, je trouve ça assez intéressant de voir la jurisprudence qui vient ajouter une condition qui n'existait pas, mais qui consiste à refuser de radier l'appel pour ne pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la Cour d'appel. C'est un critère qui ne figure pas dans la loi et dans le nouvel article 524, mais qui est aujourd'hui systématiquement appliqué devant la Cour de cassation et qui est reprise aussi par les premiers présidents de la Cour d'appel de Paris. Pour solliciter la radiation, la question peut se poser de quand est-ce qu'on doit demander la radiation. Il y a des circonstances où il y a eu des espèces où vous pouvez le demander tout à fait à titre reconventionnel. Une partie demande l'arrêt de l'exécution provisoire, vous vous y opposez, et dans le même temps, vous allez demander au Premier président de radier l'appel, ce qui est une conséquence immédiate. C'est poser la question de savoir si vous pouvez le faire sur deux instances distinctes. Donc vous résistez à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais vous ne sollicitez pas la radiation, vous laissez passer un petit peu de temps, et enfin, vous ressaisissez le Premier président ou le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, se poser la question de savoir s'il y avait autorité de la chose jugée ou pas, et ça a été répondu par la négative. Vous pouvez quand même ressaisir pour demander une radiation. Attention toutefois, la demande de radiation doit être déposée dans le délai des conclusions
que vous devez déposer devant la Cour d'appel. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus pour solliciter les radiations. J'en ai terminé pour l'exécution provisoire devant la Cour d'appel et je suis très curieux de savoir si vous partagez notre analyse sur l'exécution provisoire issue de la réforme.